Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Qu'est-ce que la transe ? À quoi ça sert ? La transe peut-elle nous aider à léviter ou à accroître nos capacités cérébrales ? Tout cela et bien plus encore, vous l'apprendrez dans cette interview transcendante de Lucie Bertrand-Luttereau, prof de culture générale à Sciences Po Ex et organisatrice de stages de transe. Mon chat, dont le nom sanskrit Shabda signifie vibration transcendante, a absolument tenu à participer à cet enregistrement. En accord avec Lucie, vous y entendrez donc brièvement sa contribution. Tous les extraits sonores que vous allez entendre par ailleurs sont des enregistrements originaux de Lucie lors d'une pratique de transe. Bienvenue dans la vibration de Lucie Bertrand-Luttereau. Bonjour Lucie. Bonjour Mélanie. Tu es agrégée de lettres modernes, prof de culture générale à Sciences Po Ex. Tu animes régulièrement des stages de transe qui découlent de ta rencontre avec Corinne Sombrin. Tu as créé avec Mélanie Venet l'école de l'intention pour donner une dimension pratique aux théories les plus récentes sur la science et la conscience, à travers des stages, des conférences et des accompagnements. Et tu te définis comme un Rubik's Cube. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? La métaphore du Rubik's Cube, elle m'est apparue après une transe. Je cherchais pour le site de l'école de l'intention une manière de me présenter qui pouvait fédérer le nombre de centres d'intérêt assez conséquents qui étaient les miens et le nombre de pratiques que j'avais explorées. Et cet état de transe merveilleux me permettait vraiment d'avoir des images et des couleurs qui me donnaient accès à des éléments de réponse et l'image du Rubik's Cube m'est apparue. En fait, jusque-là, j'étais très sévère avec moi-même sur ce côté multifacette. Et la découverte de cette image du Rubik's Cube était que le fait d'avoir plein de facettes de couleurs différentes pouvait en fait former un objet en soi, et finalement un tout cohérent. Et ça m'a permis de sortir de cette dureté envers moi-même, que j'étais une espèce de dilettante touche-à-tout, ce qui était complètement contradictoire avec tout ce que j'ai de passion et de jusqu'au boutisme en moi, et qui est prouvé par le fait que quand même quand on arrive à se coltiner des années de formation jusqu'à l'agrégation et à pousser ses études de lettres jusqu'à la thèse, on n'est pas un quitter, quelqu'un qui abandonne facilement. Voilà, et en fait j'avais tout plein de centres d'intérêt, je touchais à beaucoup de choses, et en fait ça marchait. Et derrière, il y avait toujours un potentiel de carrière qui se dessinait, c'était, on va dire, entre mes 16 et mes 23 ans. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi j'arrêtais moi-même au moment, en plus des fois où ça commençait à marcher. Donc j'avais plusieurs manuscrits de romans aux 3/4 rédigés. Pourquoi j'écrivais pas la fin ? Pourquoi je prenais pas le temps de les envoyer à des éditeurs ? J'avais à mon actif plusieurs années de peinture spontanée, intuitive. J'avais commencé à exposer dans différents lieux. Au moment où une galerie m'avait proposé de faire une exposition un peu sérieuse, pareil, j'ai pas suivi, j'ai pas mené à bien ce projet. Pour les études de lettres, bon là j'avais vraiment envie de professionnaliser, c'était une vocation depuis vraiment toute petite, mais ça n'est pas allé sans cette envie d'abandonner assez fréquente, parce que donc je me rendais compte que c'était à un moment, le cadre devenait une contrainte. Et à un moment, j'ai découvert, ça a été vraiment la clé, que ce qui m'attirait n'avait de valeur que si c'était mis au service de plus grand. J'ai été très frappée il y a pas très longtemps en lisant l'ouvrage de Jodorowsky. Il raconte comment pendant une longue période il a été comédien. Quel ouvrage ? De quel ouvrage tu parles ? La danse de la réalité. Donc il raconte son passé de comédien et comment à un moment il est passé de justement voilà comédien, donc au service de l'art, voire au service du rire, etc. au fait de mettre la mise en scène au service d'une catharsis collective, c'est-à-dire du fait qu'il y a un mal-être même des fois dans un pays, et qu'il puisse y avoir une cérémonie commune
pour purger une communauté de sa douleur. Et donc tout ce qui était ses pratiques de comédien, tout ce qu'il connaissait du théâtre a été mis au service de beaucoup plus grands. Et ça a été une révélation pour moi. Et là, ça a été une clé qui m'a tellement permis de transfigurer tout le jugement dur que j'avais envers moi en une prise de conscience de ce que je faisais sans le savoir. Et que, en fait, se mettre au service du plus grand, ça fédérait tout ce que j'avais pu explorer jusque-là. Ça permettait de faire jouer ensemble les cordes de la harpe. C'est comme si dès que j'avais brisé la finalité artistique ou professionnalisante de tout ce que j'avais exploré, ce que j'avais exploré se transfigurait. Donc ça devenait, comme je disais, les cordes d'une harpe qui pouvaient donner autant de variations d'accords merveilleux, et ça a été vraiment un moment de ma vie de soulagement immense, parce que ce que je faisais jusque-là en me jugeant prenait du sens dans toute sa diversité. C'était comme la transfiguration du Rubik's Cube en fait, en boule à facettes. Je me sentais comme prête à rayonner et à me faire le miroir des autres. Qu'est-ce que tu veux dire par trans quotidienne ? Alors justement, c'est super que tu reviennes sur le mot trans, parce que toute la question, ça va être de savoir quand est-ce qu'on emploie trans et quand est-ce qu'on emploie le mot beaucoup plus large, état de conscience modifié, état de modifié de conscience. Donc du coup, déjà, j'emploie trans par rapport à ma pratique de manière assez subjective, mais je dirais de manière beaucoup plus vaste, état modifié de conscience. D'accord. Donc déjà, en partant de là, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience au quotidien ? En fait, c'est tout ce sur quoi on n'agit pas. C'est-à-dire que ce qu'on va faire en stage, c'est essayer d'avoir un régulateur, de pouvoir nous-mêmes, au lieu d'être traversés par des états modifiés de conscience, les générer. Des fois, on est traversé par des états modifiés de conscience alors que on n'en veut pas. État modifié de conscience, je sais pas, rêvasser pendant un entretien ou quelque chose et ne plus pouvoir répondre à la question parce qu'on était, je mets des guillemets, ailleurs, comme on dit. Ça, c'est quand on peut être traversé par un état modifié de conscience sans le vouloir. Et on peut aussi vouloir accéder à un état modifié de conscience pour avoir d'autres propositions que celles de notre mental. Et ne pas y parvenir parce que les états modifiés de conscience ne sont pas accessibles pour le moment. Du coup, en stage, qu'on travaille, c'est l'accès à ces états modifiés de conscience. Mais on a évidemment des états modifiés de conscience au quotidien. C'est tout ce qui se propose à nous sans réfléchir. On va avoir par exemple une espèce d'hypnose, là, d'état hypnotique quand on conduit, qu'on arrive à destination en ayant l'impression que la voiture était déjà une Google Car avant l'heure et qu'elle a trouvé toute seule comment aller d'un point A à un point B sans notre intervention. On a aussi toutes les propositions du corps spontanées et ça c'est extraordinaire. Il suffit de mettre de la conscience dessus pour trouver nos portes d'entrée pour générer des états modifiés de conscience. Par exemple, quand on s'étire le matin. Personne ne nous a expliqué, ne nous a dit, alors d'abord tu tends les bras vers le haut, ok. Ensuite tu fais un son comment, genre, non, tu fais, comme ça. Ah bon, d'accord, non, plus grave. Personne n'a jamais fait ça, on fait ça complètement spontanément. Et là on pourrait se dire, qu'est-ce qui nous traverse, quelle est cette force qui nous meut, qui ne passe pas par l'intellect, et qui va nous remettre le dos en place ou nous mettre en route pour la journée. Donc c'est ça que j'appelle état modifié de conscience quotidien, de manière un petit peu large et sans définition vraiment scientifico-objective. Et en fait, donc toute l'idée, c'est de mettre de la conscience dessus, parce que ces états modifiés de conscience sont extrêmement présents dans nos vies. Et c'est parce qu'on a cette habitude de faire un usage très fréquent de notre mental qu'on se dit, par exemple, quand on s'étire, je suis bien étiré, je vais pouvoir commencer ma journée. Au lieu de se dire, quelle est cette proposition merveilleuse que fait mon corps et sur laquelle je n'ai pas prise, et de justement baisser le volume du mental pour voir où nous conduit ce processus en fait. Ce processus qui s'est installé tout seul. Et alors qu'au début il peut être corrélé à une nécessité, s'étirer, se faire du bien, se remettre, se réharmoniser en fait, très vite c'est lui qui va prendre la main et c'est lui qui va nous amener vers autre chose que ce qu'on croit être sa finalité première. Tes stages proposent une découverte du territoire inexploré et le réveil des capacités dormantes de chacun. Est-ce que la pratique de la transe a éveillé des capacités dormantes chez toi ? Oui. Alors la première capacité qui a montré le bout de son nez, c'était une ambidextrie totale. C'est-à-dire écrire des deux mains en même temps
et dans tous les sens, c'est-à-dire en miroir inversé, enfin c'était très étonnant. Et j'étais super déçue parce que j'aurais bien aimé, je sais pas, commencer à léviter ou des choses comme ça. Et en fait non, j'écrivais des deux mains, donc parce que la pratique de la transe peut mener à léviter. Je te dis ça dans quelques années. Voilà. Donc d'abord ça a été cette ambidextrie et j'étais très très frustrée jusqu'à comprendre, c'était toi qui me l'avais dit en écoutant une conférence d'ailleurs, en fait c'était une forme de neurotraining et du coup j'ai compris que je musclais mon hémisphère droit pour simplifier, dire la part intuitive et créative, que je me permettais d'irriguer cette zone-là qui est un petit peu inhibée par le surdéploiement de nos capacités intellectuelles, on va dire cerveau gauche, mental, réflexion, etc. Donc j'étais assez déçue. Et puis après j'ai eu quelque chose qui a quand même fait beaucoup plus plaisir à mon ego, c'est que j'ai débloqué en une journée 15 ans de pratique artistique en sommeil. J'avais arrêté de dessiner parce que je dessinais toujours la même chose et en plus des corps cadavériques, donc j'en avais vraiment ma claque. Je me disais mais comment je peux partir avec une impulsion créatrice tellement forte, et j'avais toujours une idée de lumière, de création, etc. Et ça finissait toujours en corps cadavérique, donc j'ai arrêté quoi, j'en pouvais plus. Et là, je me mets en transe très profonde, je commence à créer et je vois se dessiner un corps cadavérique, je fais non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et je fais ma pause, je suis dégoûtée et je reviens après. Et là, je me rends compte que quelque chose d'autre se met en place. C'est-à-dire que pendant que je dessine, je suis en train de prendre conscience du processus qui est en train de se produire. Et que si mes corps ont l'air si cadavériques, c'est qu'ils se tordent sur eux-mêmes. Et qu'en fait, cette torsion, c'était pas le corps qui se tordait, c'était le mouvement d'un autre corps que je n'avais pas dessiné. Et je me suis mise à dessiner les corps engrammés dans la figure que je croyais être une et qui était en fait multiple. Et ça m'a procuré une telle joie que j'étais en immersion dans ce processus créatif pendant des heures, comme au premier jour quoi. Et ça n'avait pas de prix. Ensuite, il y a une autre expérience, c'était un jour où j'avais plus beaucoup de voix. Et ça c'est quelque chose qui est très pénible quand on est enseignante. Du coup, je sais en général que si je fais cours par-dessus, paf, pendant 3 jours, c'est foutu, je grince, je parle comme un robot, il me faut du repos, des fois je suis obligée de poser des jours de congé, c'est vraiment très frustrant. Et là je me suis dit tiens, je vais essayer de me guérir avec la transe quoi, en me mettant en état modifié de conscience. Et le matin, je n'avais pas plus fait attention que ça à une pensée qui m'avait traversée et qui était séance au bol. Je m'étais dit tiens, j'ai une intuition qu'une séance au bol tibétain aurait un impact positif sur ma voix. Et puis plus tard, non, je me dis tiens, je vais tenter un petit peu de transe là-dessus, un état modifié de conscience là-dessus. Et je rentre en état modifié de conscience profond. Et je commence à me dire, c'est bizarre parce que mon corps me fait faire des sons alors que ma voix est fatiguée. Donc je trouvais ça complètement contre-intuitif. En fait, les sons que j'ai faits ont commencé à être gang, 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 gang. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mince, t'es en train de faire toi-même le bol, en fait. Le bol n'est plus à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Je suis le bol. Et donc c'était très amusant, parce que j'avais trouvé en moi, c'est le mental qui m'a créé ça, mais intellectuellement, je me dis que j'ai trouvé en moi la vibration que j'allais chercher à l'extérieur de moi, vers laquelle j'avais eu l'intuition d'aller. Donc là, l'état dissociatif permet de voir ce qui est en train de se jouer. J'étais pas dépossédée de moi-même, je me voyais, je m'entendais faire le son d'un bol tibétain. Et je trouvais ça assez merveilleux quand même. Mais non, je vais pas l'éviter. Et comment tu rentres en état de conscience modifié ? T'as des techniques pour ça ? Oui, alors justement, ce qui a été merveilleux pour moi, c'était de me rendre compte que il suffisait, en fait, entre guillemets, parce qu'après encore faut-il le faire, hein, on a un sacré mental, moi j'ai un sacré mental, qu'il suffisait de mettre de la conscience sur les choses qui s'instauraient spontanément en nous, et moi mon entrée, elle est corporelle. En fait, donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, l'étirement, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir conscience que le corps est en train de mettre en place quelque chose qui n'est pas gouverné par l'intellect, la volonté consciente, le mental. Et de choper ce moment où le corps instaure quelque chose qui nous agit plutôt que nous, comment je vais faire pour. Et en fait, ici, à ce moment précis, d'avoir le réflexe de ne pas revenir dès que ce premier élan a atteint son objectif, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, se réharmoniser, équilibrer son dos si on s'étire, et de dire vas-y, corps, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Où tu vas ? Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Et d'arriver à transformer ce mental d'emprise, en fait, qui va dire arrête le corps, je sais mieux que toi
ce que Lucie a à faire aujourd'hui et elle doit aller faire cours maintenant, elle va être en retard. D'arrêter ce processus qui est en train de se mettre en place et de dire vas-y Cor, je t'accorde 10 minutes, tant pis, j'irai plus vite sur le moment de la douche, en plus ce sera écolo. Et je vais te laisser suivre ce que je ne vais plus comprendre, c'est-à-dire je vais pas me dire ce que tu fais me permet de me réharmoniser, je vais te laisser faire et c'est toi qui va avoir les commandes. Et là, en fait, se laisser faire induit un processus incontrôlé où le corps se met à faire des mouvements automatiques, à produire des sons, des vibrations, etc. Plus dur, c'est de transformer donc ce mental emprisonnant en fait, qui dit arrête, ça sert à rien, etc. Le transformer en adjuvant qui va dire ah regarde ce que tu fais, de pouvoir le ramener après dans le quotidien sans avoir à générer un état modifié de conscience profond, de dire ça je sais le faire, la dernière fois j'ai fait ça et ça a eu cet effet, et là voilà, de le prendre comme témoin de ce qui a eu lieu, comme accoucheur en fait, on est toujours sur la maïeutique, Socrate, etc. Celui qui ramène des autres dimensions dans notre dimension, ce qui s'est produit pour, et là on fait usage de l'intellect dans sa forme la plus noble en fait, nous permettre d'accomplir ce qu'on est venu faire ici. Super, donc tout le monde peut le faire. Ah oui, j'en suis convaincue. En fait, on va être plus ou moins confronté à la solidité, à la persévérance de notre mental dans sa conviction qu'il sait mieux que tout le reste de notre corps et toutes les autres parts de nous ce qu'on doit faire de nous. Donc en fait, effectivement, il arrive chez nombre de personnes que la première transe, entre guillemets, à mes stages, commence par un moment de dialogue plus ou moins apaisé avec le mental qui ne veut pas entendre que il est à un endroit qu'il ne connaît pas et que c'est ça qui le fait réagir et que il est bienvenu et que il va pouvoir explorer aussi à sa manière et se transfigurer pour être notre adjuvant plutôt que d'être cette part de nous qui veut prendre le pouvoir et qu'on va essayer de débouter. Parfois en l'insultant même, c'est pas du tout la solution. Donc tout le monde peut y accéder et la question ça va être jusqu'à quel point le mental va-t-il parvenir à vous convaincre que ce que vous faites est fait en vain. Et pour moi, les personnes qui ne transent pas, toujours avec une définition très large de la transe, c'est ceux et celles qui baissent les bras face à leur mental qu'ils croient connaître et qu'ils croient invincible. Et toute personne qui sort de cette illusion, et franchement, c'est l'essentiel des personnes que j'ai en stage, je crois que passé les premiers 3 quarts d'heure, il n'y a plus personne qui y croit au fait que le mental soit si fort, etc. Oui, bien sûr que passer cette croyance limitante, en fait, c'est juste en rire parce que on sait que on est extrêmement fréquemment en état modifié de conscience. Donc c'est aberrant même de se dire ouais, certains n'arriveront pas à se mettre en état modifié de conscience parce que si on n'essaie pas de le reproduire, on le fait spontanément. Donc c'est plutôt la question qui se poserait, ce serait les personnes qui veulent volontairement entrer en état modifié de conscience profond, vont-ils y parvenir? Et est-ce que ça va être difficile pour eux au début? Et à partir de quand ça va devenir facile? C'est plus ça la question qui se pose. Alors justement, tu parles de la puissance du mental et tu as évoqué tout à l'heure la puissance de ton intellect. Comment est-ce que tu as rencontré les états de conscience modifiés? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as toujours eu accès ou pas? Alors, selon tout ce qu'on vient de dire, ce serait complètement aberrant de dire « Ah non, je n'y avais pas accès avant ». J'y avais juste accès sans forcément en avoir conscience. Au-delà de ça, je pense que je fais partie des gens, et je pense qu'on est nombreux et nombreuses, à être nés avec cette espèce de boussole qui te fait tendre vers autre chose que paradigme très rationnel auquel on a essayé de nous faire croire de force dans le genre, enfin ce paradigme rationnel existe évidemment et la science fonctionne très très bien, mais de nous dire comme ça a été le cas dans les années 90, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre, etc. C'était quand même un petit peu abusé. Et en fait, on a été nombreux et nombreuses et on se retrouve aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux, à sentir à l'intérieur de nous cette espèce de boussole qui nous faisait tendre vers autre chose. Mais c'était une évidence qu'il existait autre chose que je cherchais alors que tout le monde autour de moi me disait « Mais non, tout ça n'existe pas, ce sont des fadaises » et que j'étais dans un univers de profs, de médecins par mes parents et donc j'avais pas accès à tout ça. Et donc
le fait qu'il y ait quelque chose en moi qui pousse comme ça, qui me dise « Crois-y, malgré tout, envers et contre tout, quitte à passer pour quelqu'un de ridicule, alors que tu essaies d'en imposer à ceux qui vont devenir tes pairs », pour moi ça veut dire quand même qu'on est vraiment tenu profondément par quelque chose qui nous guide. En fait, on est des psychonautes, on est des marins, des chercheurs de la psyché, on est un bon paquet. Et quel est le moment où justement t'as pris conscience ? Alors, ça va rejoindre d'autres ramifications. Mais en gros, ce qui m'a vraiment guidée, ce qui m'a permis d'y aller envers et contre tout, c'est le rire. C'est que en fait, le rire me permettait d'être dans une ambivalence qui disait j'y crois mais j'y crois pas, ou j'y crois pas mais on sait jamais. Et en fait, j'ai été entourée de gens qui me parlaient comme à une sorcière, c'était eux qui employaient le mot, comme si ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et moi, j'étais convaincue que tout ça n'existait pas. Et donc on me disait « Lucie, tire-moi les cartes ». Et moi je le faisais pour rire. Et évidemment, je disais des choses, je voyais les gens, ils changeaient un peu de couleur de temps en temps. Et un jour j'étais allée chez un ami qui m'avait dit « Ah, c'est toi la sorcière ?» Alors je lui ai dit « Je sais pas, qui c'est qui t'a dit ça ?» Donc apparemment tout le monde m'appelait comme ça, moi j'étais la seule à ne pas le savoir. Et il m'avait dit « C'est vrai que t'es une sorcière ?» Alors je lui ai dit « Moi-même je l'ignorais. » Il me dit « Par exemple, si je te demande la date de naissance de mon père. » Pardon, ma date de naissance. Et je lui ai dit « Je sais pas, le 9 mars ?» Et j'avais ri, j'avais éclaté de rire. Et je l'avais vu blêmir, alors que moi je croyais avoir fait la plus grosse blague cosmique, parce que c'était la date de naissance de mon père. Alors après, à l'époque, j'avais aucune conscience de est-ce que c'était une synchronicité, est-ce que c'était de la télépathie. Mais en tout cas, je l'avais dit pour rire, et c'était vrai. Et au bout d'un moment, donc le rire m'a maintenue dans ce double état de j'y crois pas mais je le fais quand même, et quand même il y a des fois où c'est assez radicalement bouleversant. Et à un moment j'ai eu le courage de me dire allez maintenant tu explores. Le déclic ça a été vraiment quand j'ai découvert les scientifiques qui s'attachent à ce que la science dogmatique en fait, pas la vraie science, ce que la science dogmatique rejette a priori. Ceux qui disent non, la science c'est l'opposé de la croyance. Comme qui par exemple ? Alors, je sais pas si... Donc, tu as dû entendre parler des zététiciens. Il y a tout un champ disciplinaire à l'université de Nice qui s'appelait la zététique et qui m'a vachement attirée quand j'ai lu ce que c'était. Je voulais tout savoir, je voulais faire des études là-dessus. Et donc, c'est des gens qui se présentent comme ceux qui vont montrer que ce que proposent les radiesthésistes, les voyantes, etc., c'est n'importe quoi. D'accord. Donc, en fait, le problème, c'est que en lisant leurs œuvres, qui étaient censées démystifier les différentes choses auxquelles croient les gens qui ne se sont pas suffisamment renseignés, et j'avais été alertée en fait par le biais qui était censé, qui était vraiment une insulte à la science. En fait, la science est censée lutter contre ses propres biais. Et en fait, il y avait un biais énorme, comme un éléphant au milieu du salon, qui était, on se donne pour mission de prouver que ce que vous allez nous apporter n'est pas vrai. Et pour avoir beaucoup lu sur le sujet, la plupart des scientifiques qui ont essayé de faire ça, notamment Pierre et Marie Curie, on s'excuse du peu, quoi. Je crois que c'était à la Society for Parapsychological Research. Tous ceux qui ont essayé d'infirmer le fait que les plus grands voyants de leur époque voyaient, n'y sont pas parvenus. Et donc ils disaient, on n'arrive pas à prouver comment ça marche, mais on voulait prouver que ça ne marchait pas, et on n'arrive pas à le prouver. On n'y parvient pas. Et donc de voir des universitaires qui disent nous on va prouver que ça n'existe pas, et qui disent alors il y avait un exemple, c'était avec un radiesthésiste, et c'était prenez un radiesthésiste, donc c'était même pas un radiesthésiste réel, il prend son pendule et il vous dit comme il a fait 3 tours sur lui-même, c'est que il y a de l'eau à 3 mètres. Mais il suffit de lui répondre si vous étiez anglais, vous auriez une autre unité de mesure, donc 3 tours ça n'amènerait pas à 3 mètres. Et je connais très peu la radiesthésie. Une des seules choses que je sais, c'est qu'il y a une convention entre le radiesthésiste et son pendule. Donc c'est lui qui dit si tu fais 3 tours, c'est 3 mètres. Et donc penser qu'on pouvait publier sur des sites universitaires ou dans des ouvrages des choses qui comportaient autant de biais et autant de méconnaissance de l'objet étudié me paraissait complètement à l'opposé de l'objectif que se donnent les scientifiques. Est-ce qu'il y a eu un moment où toi, t'as découvert une pratique soit spirituelle, dite spirituelle, soit d'état de conscience modifiés autres que ceux du quotidien et autres que ceux amenés par une pratique artistique? Est-ce qu'il y a un moment où t'as accédé à ces états de conscience élargis autrement que en tirant les cartes à tes amis ou en dessinant ou en chantant, en dansant?
Alors c'est tout l'objet de ma quête en fait, c'est que ma grande frustration c'était de pas être ce qu'on appelle maintenant les expérienceurs, les expérienceuses, c'est-à-dire ceux et celles qui se baladent dans d'autres dimensions, qui font des sorties de corps, des out of body experience, ou qui ont vécu des EMI, etc. Moi je me disais mais je me sens appelée par ça et pourtant j'en ai pas vécu et c'était une immense frustration. Et j'ai compris plus tard que en fait, ce que je pense, c'est que mon mental était trop fort pour me rendre compte que j'avais accès à tout ça. Quand on lit les recherches de Raymond Moody, il explique que... Tu peux rappeler qui est Raymond Moody? Oh oui, avec plaisir. Raymond Moody, c'est ce chercheur américain qui a travaillé sur les expériences de mort imminente, les near-death experience, et qui a écrit dans les années 80 les premiers ouvrages de référence récoltant une somme de témoignages tellement conséquente et d'endroits si diversifiés dans le monde à l'époque où les gens communiquaient pas par Internet, qu'il est arrivé à montrer que, où que ce soit dans le monde, ceux et celles qui avaient vécu ça narraient le même processus, qu'il y avait vraiment une possibilité de créer des étapes. Donc moi j'avais rien vécu de tout ça, et Raymond Moody avait fait une enquête où il montre qui rapporte les expériences de mort imminente. Et notamment les artistes sont beaucoup plus nombreux, donc parmi ceux qui ont leur cœur qui s'est arrêté de battre et qui sont revenus alors qu'on les pensait morts, ceux qui racontent les témoignages avec les différentes étapes, c'est en général des personnes à profil attendu dans le genre, les artistes. Et le postulat de Raymond Moody, c'est que c'est parce qu'ils ne rejettent pas d'emblée l'idée que ça puisse être possible que leur mental ne le met pas à la poubelle quand ils réintègrent en fait cette dimension. Et donc en fait, la question c'est jusqu'à quel point ce postulat, de Raymond Moody mais de plein d'autres, peut-il s'étendre à la question des out-of-body experience, donc des sorties de corps, et à la voyance. Voilà, jusqu'à quel point nous sommes tous voyants et nous nous baladons tous dans des dimensions différentes, et jusqu'à quel point c'est la force de notre croyance en notre mental qui fait que nous n'avons pas accès au souvenir d'avoir vécu ça. Donc c'est en lisant Raymond Moody que tu as... Il n'y a pas eu de révélation. Il n'y a pas eu de révélation. Vraiment, vraiment à tâtons. Mais il y avait vraiment, en fait, j'ai vraiment compris plus tard, en rétrospective, que j'ai passé mon adolescence et ma vie de jeune femme à essayer de réveiller ce que j'appelle, donc réveiller l'agent dormant. C'est-à-dire, en fait, à me libérer de cette emprise mentale pour voir vraiment ce qui se passait en moi. J'ai très très bien senti ça. Et comme l'essentiel de mon mental était lié à cette espèce de honte que j'avais conçue liée à mon environnement familial et professionnel, ce qui l'a fait sauter. En fait, j'étais chercheuse avant d'être chercheuse, de publier des articles de recherche universitaire. Et en fait, c'était de le prendre sur le mode recherche. Et maintenant, c'est devenu, non seulement je veux le vivre et je le vis, mais en plus, je veux le prouver et donner aux autres accès à ça parce que c'est si simple, en vérité. À l'époque, c'était encore, bon, j'y crois pas forcément, mais je vais aller voir. Parce que c'est pas scientifique de partir sur des a priori. Donc ça m'a permis de surmonter mon conditionnement. Et en fait, une fois que j'ai plongé dedans, j'ai vu que j'y allais vraiment, quoi. Les personnes que j'ai rencontrées, donc que ce soit Philippe Guillemant, qui travaille sur les synchronicités, ou que ce soit Corinne Sombrin, avec qui elle avait fait une formation, et ça a duré 2 semaines, donc on transait de 11h du matin à 18h30 le soir, donc on était dans un état de câblage très différent de ce qu'on peut connaître. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils sont donc l'un est scientifique, il est centralien, et l'autre, Corinne Sombrin, était en train de créer Transscience avec Francis Tolel. Donc en fait, j'avais cette idée que non, je me faisais pas abuser par des charlatans, etc. Et c'est ça en fait dont mon mental avait besoin. Il y avait la caution scientifique. Il y avait une caution scientifique. D'accord. Et maintenant que j'y accède, j'en ai plus grand chose à faire de la caution scientifique. C'était la honte qui bloquait mon mental dans non, c'est n'importe quoi. Et j'ai quand même trouvé le moyen de lui donner la nourriture qu'il attendait pour s'apaiser. Super. Et ça, c'est ce que je fais beaucoup en stage. J'attire des gens qui sont aussi sur cette vibe-là, et je sais quand je leur parle au début, je réponds aux inquiétudes de leur mental, et c'est comme ça qu'ils peuvent y aller, leur mental est rassuré, et donc il peut les laisser aller là où ils doivent aller. Mardi prochain, vous retrouverez la 2e partie de cette interview, où Lucie vous racontera comment elle a fait transer les étudiants de Sciences Po Ex et les résultats de cette recherche. Elle évoquera également son super pouvoir, la joie. Je remercie infiniment Lucie Bertrand-Luttereau de m'avoir accordé cette interview.
Vous pouvez retrouver les stages de transe de Lucie et toutes ses autres activités sur son site internet www.école-intention.fr. Vous pouvez aussi la suivre sur sa chaîne YouTube à son nom, Lucie Bertrand-Luthereau. Si ce podcast vous plaît, prenez 1 minute pour le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et pour vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous serez ainsi informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Si vous avez adoré ce podcast, partagez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux, où vous voulez. Et si les valeurs de ce podcast vous parlent, sacré, spiritualité hors de tout dogme et religion, ancrage, humour, vous êtes également bienvenus à rejoindre la communauté des Mystiques sans frontières sur Patreon et à faire un don mensuel ou ponctuel. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Sur Patreon, je vous propose le premier lundi du mois des cercles de mantras pour vibrer ensemble et pour vibrer haut, et le 3e lundi du mois, un espace de parole autour de vos expériences mystiques, loin des commentaires déplacés ou malveillants. Et je serai très heureuse de vous accueillir dans l'un ou l'autre de ces cercles, ou les deux. Ensemble, rallumons le feu sacré. Merci pour votre écoute et à très bientôt.